Il y a quelques semaines sortait le dernier Forza Motorsport, et depuis sa sortie, j'arrête pas de lire des commentaires du genre « Putain, le dernier Forza Motorsport, c'est vraiment de la merde ». Alors oui, le dernier Forza Motorsport est décevant, mais je pense qu'on est nombreux à avoir oublié ce que c'était des vrais jeux de merde. Vu que je suis absent pour les quelques prochains jours qui arrivent, je pars en tournée avec mon groupe, je me suis dit que c'était le bon timing pour sortir une nouvelle série de vidéos, et cette série de vidéos qui va sortir sur les 4 ou 5 prochains jours va être dédiée aux vrais jeux de merde. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer plutôt soft aujourd'hui avec le jeu que j'ai choisi pour cette première vidéo, qui est merdique mais qui est pas non plus une si sombre merde que ça. Et au fur et à mesure des jours, on va tout simplement parler de jeux de plus en plus nuls, histoire de pouvoir relativiser un petit peu par rapport à Forza Motorsport. Bienvenue en tout cas dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle série de vidéos même, j'espère qu'elle vous plaira, si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire et à le montrer, en laissant un petit like, en commentant et en vous abonnant, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement. Dans cette série de vidéos, je ne parlerai pas de Fast and Furious Crossroads et de Driver 3, je sais que ces deux jeux sont considérés comme étant plutôt des mauvais jeux, spécialement Fast and Furious Crossroads, mais ces jeux-là, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos qui n'étaient pas dans cette série de vidéos et dont le but était de montrer qu'il y avait déjà un problème sur ces jeux-là. Donc on va pas en parler en boucle, oui on sait Driver 3 il est buggé, et oui on sait Crossroads c'est vraiment de la merde. Pour cette première vidéo, j'ai donc choisi un jeu moyennement mauvais, mais mauvais quand même, c'est Need for Speed Payback. Pour moi, ce Need for Speed, c'est vraiment le moins bon de Need for Speed. Alors je sais bien que certains vont dire que Unbound est pire. Pour moi, Unbound n'est quand même pas aussi mauvais que Payback parce que y a une map quand même un peu plus grande, il y a quand même plus de contenu, il y a plus de fonctionnalités, il y a plus de choses à faire sur le jeu. Mais on n'est pas très loin, clairement. Je sais également que parmi vous, il y en a beaucoup qui aiment vraiment Need for Speed Payback, mais je pense que c'est honnêtement parce qu'il y a un petit peu le côté nostalgique. Parce que pour certains d'entre vous, ça a été un petit peu le jeu de votre adolescence, de votre enfance, comme pour moi ça a été le cas avec Need for Speed Underground 2 et Need for Speed Most Wanted, ce qui fait que j'adore ces jeux, et que clairement je les mets dans les meilleurs Need for Speed, alors que s'ils sortaient en 2023, ils se feraient démonter par la critique pour les graphismes vieillots, pour le manque de contenu et tout ce qui va avec. Need for Speed Payback est sorti en 2017 sur PS4, Xbox One et PC, il a été développé par Ghost Games. Alors Ghost Games, c'est eux qui ont fait également Need for Speed Heat, mais également le 2015, et ils ont été développeurs soutien sur Need for Speed Rivals et également sur Need for Speed Unbound, puisque Need for Speed Unbound, Criterion a englobé en fait une partie de Ghost Games. Les critiques de Need for Speed Payback dépendent un petit peu des sites et des journalistes. Il y a Canard PC qui lui a mis 3 sur 10 par exemple, mais je peux pas dire pourquoi, parce que l'article est derrière un paywall. Mais sur jeuxvideo.com, on peut trouver un test de ce jeu, un test noté 13 sur 20, avec quand même quelques points positifs qui ont été soulignés par le testeur, qui sont les suivants: une grande carte riche et variée, le tuning offrant toujours plus de possibilités, la police autrement plus véhémente, alors ça on en parlera plus tard, ça m'a fait rire quand j'ai vu ça, les épreuves de drift et la bande son rock et hip-hop qui va bien. Évidemment, il y a des petits points positifs sur Need for Speed Payback, comme la car list qui était plutôt bien fournie, le son des voitures qui était bien modélisé, il y avait quand même pas mal de customisation, la map effectivement était assez variée, même si la conception de la map était chelou dans le sens où il y avait effectivement différents biomes, désert, canyon, montagne et ville, mais qui étaient séparés. J'avais l'impression d'avoir plusieurs petites maps reliées par une autoroute plutôt qu'une vraie grande map bien réfléchie. Mais en soi, ça allait encore, et puis c'est vrai que graphiquement, le jeu était quand même très correct pour l'époque. Maintenant qu'on a fait le tour des points positifs, on va pouvoir parler des points négatifs de ce jeu, et il y en a quand même pas mal. Déjà, à commencer par le scénario du jeu. Scénario qui est un petit peu survendu quand même, c'est une histoire assez classique, un petit peu Fast and Furious-esque, à base de vols de voitures qui tournent mal et de vengeance contre des gangs. À première vue, les missions avaient l'air d'être assez sympathiques. C'est vrai que lorsque ils ont commencé à faire la communication autour du jeu, ils montraient cette fameuse mission de vol de la voiture avec la Koenigsegg Regera sur le camion. C'était vraiment une chouette mission pour le coup, assez bien scénarisée, assez cinématique, et vraiment ça donnait un bon aperçu de ce qu'était le jeu. Le problème, c'est que c'est vraiment la seule mission de ce style-là sur le jeu. Le reste, c'est du beaucoup plus classique et c'est plutôt à base de courses et de poursuites avec la police, très lambda, on dira, pour un Need for Speed. On a une carrière qui est très plate, où parfois on enchaîne les courses sans vraiment trop savoir pourquoi au niveau du scénario, et puis surtout les personnages, leurs dialogues et leurs réflexions sont absolument stupides la plupart du temps et ont l'air d'avoir été écrits par un mec qui a 12 ans quoi en gros. Quelque chose qui m'avait vraiment particulièrement saoulé sur ce jeu, c'était les interactions des personnages dans le monde libre. Régulièrement, lorsqu'on incarnait Tyler par exemple, le téléphone sonnait et on avait un dialogue lambda qui allait se lancer avec un des autres persos. Le problème, c'est que ces dialogues là étaient tout le temps éloignés de la situation qu'on était en train de vivre en jeu, et surtout il y avait très peu de dialogues différents, ce qui fait que très régulièrement c'était les mêmes qui revenaient en boucle et c'était genre ultra chiant.
Autre chose qui m'avait saoulé à l'époque sur le jeu, c'était l'omniprésence de courses off-road. Il y avait beaucoup de courses tout-terrain sur ce jeu, et clairement c'était pas très fun, hein, parce que les voitures de tout-terrain étaient bridées, clairement, en termes de vitesse. La physique s'y prêtait pas vraiment, et il y en avait juste trop. Et c'était en plus assez novateur pour du Need for Speed, parce que c'est vrai qu'avant ça, on n'en avait pas, et clairement, après ça, ils ont arrêté en fait. La physique, globalement, était pas terrible en tout-terrain, mais elle était pas terrible non plus sur la route. C'était vraiment le Need for Speed du break to drift. Ça a tellement saoulé la communauté qu'après ce Need for Speed là, donc à partir du hit, ils ont proposé la désactivation en option du break to drift. Le break to drift, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement le fait de drifter au moindre coup de frein. Et ça, peu importe la vitesse et peu importe l'angle de la voiture, ce qui permet de prendre des virages genre à 90 degrés à 250 km/h en driftant. Donc ça donnait un côté très arcade sur le jeu qui permettait de faire des trucs très stylés et très cinématiques. Mais d'un autre côté, c'était absolument pas réaliste. Et si vous étiez un petit peu habitué à des jeux plus sérieux que ça, c'était très facile de se perdre au niveau de la physique du jeu et de pas comprendre ce qui se passait. Alors oui, il y avait déjà du break to drift sur d'autres Need for Speed, c'est vrai qu'il y en avait déjà par exemple sur le Hot Pursuit de 2010, mais sur Payback c'était vraiment la quintessence du truc, ça a été vraiment poussé à maximum au niveau des curseurs, ce qui donnait pour moi vraiment un côté désagréable à la conduite du jeu, et c'est quand même très dommage sur un jeu basé sur la conduite. Autre chose moyennement bien foutu sur ce jeu, voire même vraiment nul, c'était le système de course-poursuite avec la police. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce Need for Speed, l'open world était très vide de base, mais en plus d'être très vite de base, on ne croisait jamais la police en dehors des missions et en dehors des courses, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire de poursuites vraiment libre, comme on pouvait le faire par exemple sur le Need for Speed Most Wanted de 2005. Mais la police, quand on l'a croisée en course, elle était quand même particulièrement stupide. C'est pour ça que ça me fait rire de voir JVC qui dit que la police était plus véhémente que dans l'ancien épisode. Très clairement non, là la police elle est juste stupide, elle vous fonce dedans de manière un petit peu random, et puis surtout dès que vous êtes à proximité d'un QG, la police arrête la poursuite, ce qui fait que vous n'avez pas vraiment besoin de penser une stratégie pour, on va dire, les semer, ni même d'être vraiment particulièrement rapide. Il suffit de suivre le GPS jusqu'au QG, et genre à 2 km du QG, la police va tout simplement abandonner la poursuite, ce qui est très nul. Mais, je vous ai pas parlé encore du pire problème de Need for Speed Payback. En tout cas, pour moi, ça m'a vraiment pété les boules. C'était le système d'amélioration de voiture qui était infernal. Alors, c'est vrai que sur Forza Motorsport, je me suis plaint du système d'amélioration, mais c'est juste que c'est très long. On va dire que faut monter les niveaux d'expérience de voiture, faut débloquer des crédits pour acheter les améliorations, mais il y a un semblant de logique là-dedans. Sur Need for Speed Payback, les améliorations de voiture sont aléatoires. Alors, pas aléatoire comme sur The Crew, même si sur The Crew il y a un côté random aussi avec le drop de parts en fin d'épreuve. Sur The Crew, au moins on ne paye pas les améliorations de voiture ni avec du vrai argent, ni avec de l'argent du jeu. Sur Need for Speed Payback, les améliorations sont random, elles sont générées de manière aléatoire dans le magasin. En fait, le système d'amélioration de voiture du jeu fonctionne avec des speed cards, qui sont des cartes équipables sur vos voitures. Elles ont un niveau, elles ont une marque, un type de pièce et une affixe. Si vous voulez acheter des pièces performance avec vos dollars, il faut savoir que lorsque vous allez arriver dans un magasin de pièces performance, vous allez avoir une sélection de 6 ou 7 pièces qui vont s'afficher à l'écran. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous ne pouvez pas, avec votre argent, acheter directement les meilleures. Pour que le jeu commence à proposer des pièces par exemple niveau 6 ou 7, il faut déjà que votre voiture soit équipée de pièces 4 ou 5. Ce qui est déjà assez différent d'un Need for Speed Heat ou d'un Need for Speed Unbound, où quand on a de l'argent, on peut directement acheter les pièces maximum sans avoir besoin d'acheter tous les niveaux intermédiaires. Donc là, imaginez-vous qu'il faut acheter tous les niveaux de pièces intermédiaires qui sont générés de manière aléatoire, ce qui fait que ça coûtait déjà énormément d'argent sur un jeu dont le farm est vraiment désagréable, puisqu'il y a assez peu de courses, c'est assez scripté au niveau des épreuves, c'est très chiant de farmer globalement. Mais en plus de ça, évidemment, le stock de pièces d'un magasin est timé, c'est-à-dire qu'il va être initialisé toutes les 30 minutes ou toutes les heures. Ce qui fait que si vous tombez sur des pièces qui vous saoulent et qui ne vous intéressent pas dans le magasin, vous êtes obligé d'attendre le prochain reset du shop de pièces performance pour en afficher d'autres. En plus de ça, évidemment, le jeu propose des bonus lorsque vous avez 3 pièces de la même marque ayant les mêmes affixes. Donc pour tout optimiser sur sa voiture, le but c'est d'avoir les pièces de même marque avec les mêmes affixes, ce qui devient rapidement l'enfer quand tout est généré de manière aléatoire. Mais c'est pas tout! Il y a autre chose un peu putassier avec ce système d'amélioration, c'est qu'il y a un système de roulettes. Des wheel spins, sauf qu'au lieu de vous faire gagner de l'argent ou des voitures, ça va vous faire gagner des pièces performance. Il faut savoir que sur le jeu, il y a un système de tokens que vous allez obtenir soit gratuitement, évidemment en jouant le jeu, en passant des niveaux, en complétant des missions, que vous allez pouvoir utiliser sur les roulettes. Donc les roulettes, ça va dropper une pièce aléatoire, ça va choisir le type de pièce, le niveau et la marque ainsi que l'affixe.
Donc autant vous dire que là aussi c'est extrêmement aléatoire d'avoir les pièces qu'on souhaite, mais là où ils sont assez malins chez Need for Speed, c'est qu'ils ont proposé un système de tokens payant, c'est-à-dire que vous pouviez, et je pense que c'est un petit peu le but de ce système, vous pouviez acheter des tokens avec du vrai argent pour spammer la roulette et débloquer plus de pièces performance intéressantes plus rapidement. Il est fort probable que EA ait misé sur ce système-là à l'époque pour faire un petit peu d'argent en se disant que une fois que les joueurs en auraient marre de tomber tout le temps sur les mêmes pièces ou tout le temps sur des pièces qui les intéresseraient pas, ils passeraient par la case carte bleue pour générer tout simplement plus de pièces et ne pas avoir besoin d'attendre le reset du shop. Clairement, c'est plus ou moins des lootbox. Je comprends même pas que ce système-là n'ait pas été interdit, puisque les lootbox, techniquement, c'est interdit maintenant, je crois, dans pas mal de pays européens. Mais c'était l'enfer et c'était un système qui a été très critiqué par les joueurs à l'époque, et je pense que même aujourd'hui maintenant, ça passerait toujours pas. Donc clairement, Need for Speed Payback avait de gros défauts et de petites qualités, ce qui font que ce jeu n'est pas complètement nul à chier. Mais globalement, ça vole pas haut. Si j'avais dû mettre une note sur le jeu à l'époque, j'aurais probablement mis aux alentours de 10 ou 11. D'ailleurs, j'avoue que je suis chaud pour que vous me disiez en commentaire quel a été pour vous le pire jeu de la série Need for Speed. J'avoue que de mon côté, je mettrais probablement Payback, ensuite Need for Speed Unbound et probablement Need for Speed Undercover qui était très mauvais aussi pour son époque. Même si certains en gardent un bon souvenir, je peux comprendre pourquoi il était pas bon du tout. Dites-moi en commentaire et puis n'hésitez pas si cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment à la regarder, à tout simplement venir me follow sur Twitch pour les prochains lives. Ça vous permet de soutenir la chaîne gratuitement. Vous pouvez même utiliser votre Prime sur ma chaîne Twitch, là aussi pour soutenir gratos. Et bien sûr, il y a El Famoso, lien Instant Gaming, que vous trouverez sous cette vidéo et qui vous permettra d'acheter vos jeux à prix réduit, tout en soutenant la chaîne par la même occasion. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. De mon côté, je coupe cette vidéo ici et je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.